Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Je suis un peu jaloux parce que la cible que monsieur le maire de Limours a présentée m'intéressait beaucoup et je trouvais que je m'y retrouvais aussi en tant que représentant de la commune du Perret. Donc, d'ailleurs, si vous le vendez, hein, je suis preneur. Voilà, bon, tout à fait, bon, c'est super. Bon, concrètement, en quelques mots, je vais vous présenter un peu le Perret. Le Perret, c'est une commune qui, effectivement, est un peu dans ce no man's land décrit précédemment par monsieur le maire, à savoir que finalement, on n'est pas vraiment dans l'agglomération parisienne et on n'est pas tout à fait dans la province, puisqu'on a une grosse ville juste à côté de nous, pardon, qui s'appelle Rambouillet. Alors, on est bien dans la région Île-de-France, on est dans les Yvelines, on est dans l'arrondissement de Rambouillet, on a une frontière commune avec Rambouillet, et surtout on a une particularité, c'est que le massif forestier de Rambouillet est aussi important à Rambouillet qu'au Perret en Yvelines. D'ailleurs, on a demandé à ce que la forêt soit requalifiée de massif forestier du Perret en Yvelines. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Ça viendra peut-être. Concrètement, 6800 habitants. Alors aujourd'hui, c'est plutôt du 7000, puisqu'on n'a pas encore eu le dernier recensement, mais on a une opération qui est sortie il y a à peu près un an et demi, avec une particularité géographique, le Sud-Yvelines évidemment, mais surtout l'axe Paris-Hendaye avec la Nationale 10, la voie SNCF Paris-Montparnasse, Rambouillet évidemment, Chartres, et puis après Marennes, Nadour-Côte-Sûre. Voilà. Et surtout donc, ce massif forestier qui est aussi un sacré attrait sur le plan touristique. Alors, de la même façon que ça a été dit précédemment, finalement c'est un territoire qui a beaucoup de qualités d'un point de vue environnemental. On a les étangs de Hollande, on est en tête de réseau des étangs Érigole qui alimentaient les jardins du château de Versailles. On a un cadre qui est vraiment privilégié avec aussi beaucoup de grandes personnalités qui habitent dans la région, au Perret ou dans les environs immédiats. On a par exemple juste à côté de chez nous une ville qui s'appelle Coignères et vous avez Serge Dassault, illustre inconnu, qui habite là-bas, enfin la famille plutôt. Plus quelques vedettes du showbiz, mais ça, j'ai envie de dire que c'est assez classique de ce type de ville avec des axes de communication faciles. Mais ça a aussi une conséquence, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que finalement cette attractivité, elle se retrouve aussi sur la sociologie de la ville. On a un prix du foncier qui est quand même assez élevé pour une commune qui est finalement entre ruralité et urbanité. Pour vous donner un petit ratio, un mètre carré construit au Perret en Yvelines, c'est entre 3 000 et 4 000 euros du mètre carré. Donc c'est non négligeable. Ce qui veut dire que dans la sociologie, en fait, on se retrouve beaucoup avec des cadres, quinquas, quadras principalement d'ailleurs, ou une population vieillissante, et finalement un problème de parcours résidentiel sur les plus jeunes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens de Paris, Petite Couronne, qui veulent se mettre au vert, viennent chez nous, un peu comme ce qui se passe finalement à Limours. Ça a des conséquences, c'est qu'en termes de sociologie et de structuration de la ville, on a finalement un vieillissement progressif de la commune et aussi le risque de se retrouver avec une commune dortoir. Et ça, en termes d'attractivité du territoire, c'est quand même un petit peu dommage. L'idée, c'est d'avoir une vie dynamique, c'est pas forcément d'être un lieu d'hôtellerie privé en faveur de Paris et du Grand Paris. Alors évidemment, le fait d'avoir la route nationale et la voie SNCF amène des contraintes ou des atouts, tout dépend comment on voit la chose, sur le développement de la commune. D'abord parce qu'on est en plein cœur du parc naturel régional de la Haute-Vette-Chevreuse, qui a défini pour nous donc, des zones d'extension urbaine et surtout de densification. Ensuite, parce que dans le cadre du schéma directeur d'Île-de-France, on a eu le privilège d'être déclaré comme une ville d'appui. Donc une obligation finalement de se développer. Au niveau départemental, le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire yvelinois, le SDADE, a le même discours, va dans le même sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, cette commune de 7000 habitants n'a d'autre choix que de construire, de se développer et finalement de prolonger un peu l'axe agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en direction de Rambouillet. Il y a une très très forte pression entre l'agglomération de Saint-Quentin, qui est quand même très développée, et la ville de Rambouillet, qui est en fait un peu le terminus de cette agglomération parisienne. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la commune de 7000 habitants, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, elle sera probablement à 10, 15, 20 000 habitants. Donc toute une difficulté finalement qui est de projeter le territoire communal à long terme. Et là-dessus, donc, depuis maintenant 2008-2009, les élus du Perret se sont vraiment concentrés sur le devenir de ce territoire et de voir un peu comment on pourrait évoluer
tout en gardant son identité. Alors là, c'est toute la notion d'identité qui entre en jeu, c'est qu'aujourd'hui, on est largement dans un cadre rural. Les habitants qui viennent au Perret viennent acheter la ruralité. Ils ne veulent pas forcément du collectif, ils ne veulent pas forcément voir des logements sociaux, ils ne veulent pas forcément voir plus de voitures, etc., etc. Ce qui veut dire que derrière, on a cette obligation de développement qui s'articule aussi avec, on va dire, une certaine perception conservatrice du territoire. Et là, ça c'est une vraie difficulté, parce que finalement, dans toutes les opérations immobilières, la vraie difficulté pour nous, au niveau de la participation citoyenne notamment, c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut faire des choses intelligentes sans forcément perdre son identité. Alors, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle la commune a intégré le parc naturel régional. C'est que cette recherche d'identité, ou en tout cas ce maintien, est un axe central en fait, du territoire. Alors, je suis encore loin de l'écoquartier, mais vous allez comprendre un peu cette logique. C'est que finalement, la question pour la commune, c'est comment faire de la densification qui soit acceptable pour le particulier. Alors, l'acceptabilité, elle se fait soit par l'architecture, soit par le respect de l'environnement, soit par des aspects économiques, soit par des aspects culturels, etc. En fait, l'approche au niveau de la commune a été totalement globale. Et ça s'est retrouvé notamment dans les documents d'urbanisme, le PLU et en particulier le PADD, avec plusieurs aspects donc, qui sont à l'écran. L'utilisation économe et équilibre des espaces. Alors, je le disais tout à l'heure, le parc naturel a défini une enveloppe urbaine dans le cadre de sa charte et de son plan de parc. Aujourd'hui, le projet d'écoquartier que nous envisageons s'inscrit totalement dans cette enveloppe, mais c'est aussi le dernier secteur d'extension urbaine de la commune. Au-delà, on sera forcément en densification, en construction de la ville sur la ville, avec évidemment toutes les réticences, les contraintes que nous allons rencontrer vis-à-vis des habitants des Perrotins existants. La maîtrise des déplacements, c'est ce que je disais un petit peu, c'est que finalement on est un petit peu dans un schéma de ville-dortoir. On a des moyens de transport intéressants, que ce soit la route ou le chemin de fer, mais en attendant, on a énormément de population qui quitte la commune pour aller partir, dans 80% des cas, vers le nord en direction de l'agglomération de Saint-Quentin ou Paris ou la Défense, et puis un peu vers le sud maintenant avec Chartres. Mais ça pose aussi une vraie difficulté, c'est que cette maîtrise des déplacements, en fait, les bouchons commencent au Perret. Sur la Nationale 10, vous sortez du Perret en Yvelines, au rond-point de l'Artois, eh bien, vous avez déjà des bouchons à partir de 7h30, 8h, tous les matins. Le cadre de vie de qualité, alors ça, c'est un peu la tarte à la crème que tous les élus de France et de Navarre souhaitent conserver, du maire général. Évidemment, nous, on a cette proximité du massif forestier, les bassins, enfin, les étangs de Hollande, etc. Ça va de pair, évidemment, avec tout ce qui est protection du patrimoine, puisque on a en plus la chance d'avoir un site Natura 2000 sur le territoire communal. Donc il faut jongler en fait aussi avec cette dimension environnementale qui impose des contraintes réglementaires fortes, notamment avec l'écoquartier. On n'a pas Natura 2000 dans le permis de l'écoquartier, mais quand même. Et puis, diversité des fonctions urbaines, alors là, c'est toujours dans ce cadre général de présentation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Perret en Yvelines, c'est 90 à 95% de pavillonnaires. Il y a très très peu de collectifs, d'où aussi le problème de l'intégration d'un écoquartier qui prévoit plutôt du collectif. Et au niveau du pavillonnaire, on est principalement sur des habitations assez grandes qui dépassent très facilement les 120, 130, 150 mètres carrés. Ce qui veut dire que derrière, on a aussi des problèmes donc, d'écohabitation, notamment pour les jeunes couples, enfin les jeunes Perrotins, et puis de vieillissement de la population, puisque les personnes âgées, en fait, quand elles se retrouvent à gérer une habitation de 150 mètres carrés, ça va quand on est jeune. Quand on est un peu moins jeune, ça devient un peu plus compliqué. Or, aujourd'hui, elles ne peuvent pas rester sur le territoire municipal, enfin communal. La mixité sociale, alors particularité du Perret en Yvelines, on a beau être sur l'axe de la RN10, en fait, nous n'étions pas jusqu'à présent obligés par la loi SRU. Donc nous n'avions pas cette obligation de 25% de logements sociaux. Alors évidemment, quand on dit ça des élus, hurrah, mais le problème c'est que aujourd'hui, nous n'avons que 5% de logements sociaux, premièrement, ce qui est très peu, et surtout à partir de l'année prochaine, nous allons donc fusionner avec la communauté d'agglomération de Rambouillet. Qui dit communauté d'agglomération de Rambouillet dit établissement public de plus de 50 000 habitants, avec une commune de plus de 15 000. Donc résultat, c'est qu'à partir du 1er janvier 2017, nous sommes obligés de nous engager dans un gros programme de rattrapage du contingent social. Concrètement, si je ne devais programmer aujourd'hui que du logement social, il me manque 700 logements.
Donc, autant vous dire que sur 2900 adresses existantes. Tout ce contexte-là m'amène justement à parler de l'écoquartier. C'est que finalement, comment réfléchir sur un développement urbain qui intègre un cadre de vie, la question des déplacements, puisque là, les centrales pour le Perret, on est vraiment dans cette logique dortoir, aujourd'hui en tout cas, la protection du patrimoine. Heureusement, on n'est pas ABF, donc on n'a déjà pas cette difficulté-là. Mais surtout, recréer de la diversité urbaine, la mixité sociale, sans faire finalement les erreurs qui ont été faites dans les années 60-70, c'est-à-dire en fait recréer de nouveaux ghettos sur la question du logement social. Alors, là, vous avez donc à l'écran donc une carte qui présente en fait les potentialités au niveau du Perret en Yvelines. Donc, on voit bien côté secteur 1, donc l'axe RN10. On voit également à peu près au milieu la voie SNCF, l'ancienne route nationale 10 qui apparaît en orange, et puis finalement une ville qui est éclatée en 3 secteurs. Le secteur Est, là où vous avez écrit le secteur 2, en fait, qui correspond au projet d'implantation de l'écoquartier. Le centre-ville qui est donc coincé entre la RN10 et la voie SNCF. Et à l'ouest, une zone pavillonnaire qui est assez protégée, où on retrouve en fait toutes ces grandes habitations anciennes, maisons en pierre très agréables, et évidemment aux portes immédiates de la forêt. Alors, sur le projet en lui-même, c'est un projet qui effectivement est stratégique pour la commune, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que d'abord c'est la dernière zone d'extension, mais c'est surtout la possibilité pour la commune de montrer que le collectif, c'est pas forcément moche. Le collectif, c'est pas forcément raté. Et derrière, on peut très bien faire du collectif qui s'intègre à des zones pavillonnaires sans que ce soit un échec urbain, social et autres. Alors, le périmètre est assez important. Vous voyez effectivement du long d'une vingtaine d'hectares. On a des problématiques environnementales sur ce terrain-là, notamment sur la question zone humide. L'idée, c'est que le programme de construction qui avoisinera 350 à 400 logements, peut-être même plus, en fait, ne déborde pas d'un périmètre qui serait de l'ordre de 7 à 8 hectares. Le reste étant finalement un aménagement paysager lourd, parc forestier, etc. Alors, ça m'amène finalement à détailler un peu le contenu du programme. La vraie question finalement sur cet écoquartier, c'est ok, mais que mettons dedans? On met de l'énergie? Oui. On met de la connectique. Alors ça a déjà été évoqué par mes prédécesseurs, je ne vais pas revenir dessus, mais on est exactement dans ces logiques, LoRa et autres. Et on met quoi d'autre? La question de la mobilité. Le fait d'avoir la gare, est-ce qu'on n'a pas moyen d'obliger finalement les gens à prendre le train, les transports en commun, plutôt que de prendre les véhicules? C'est toujours compliqué en région parisienne quand on se déplace, mais n'empêche que. Derrière, comment on fait pour que tout ceci soit perçu, apprécié, justement apprécié par les habitants du Perret? Donc là-dessus, tout le programme s'est construit autour de 4 axes majeurs. Donc l'infrastructure numérique. Alors, la particularité des Yvelines, c'est qu'une partie du territoire départemental est non conventionnée. Donc les infrastructures de haut débit sont pilotées par le conseil départemental des Yvelines. Et normalement, c'est ce qui est le cas d'ailleurs au Perret. Donc normalement, pour le Perret, on devrait avoir la fibre à horizon 2019, 2020, 2021, si le programme est respecté. Donc ça va apporter un élément de réponse. Ce sera du porte-à-porte, évidemment, mais ça n'est qu'un élément de réponse, puisque derrière, donc pour rebondir un peu sur ce qui a été dit précédemment, on a de la même façon des problématiques de récupération de données sur nos équipements publics, sur la question de l'éclairage, sur la question des capteurs sur notre station d'épuration, par exemple, et autres. Et donc la question, c'est comment on récupère ces données, avec quelle infrastructure? Est-ce qu'on doit forcément passer par la fibre optique, ou est-ce que finalement on n'a pas intérêt à créer un peu ce qu'a fait d'ailleurs la communauté de Marennes, un propre réseau local? Je ne vais pas parler de réseau d'initiative publique parce que c'est peut-être un peu ambitieux sur le coup, mais en tout cas un réseau qui soit propre à la commune et qui lui permette de gérer ses propres données. La participation citoyenne, je reviendrai un petit peu après. La transition énergétique, là aussi c'est un vrai sujet. Alors c'est même un axe central en fait de l'écoquartier, puisque nous avons pris plusieurs initiatives dans ce domaine-là. La première étant la création d'une société, d'une SAS.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, depuis la loi sur la transition énergétique de 2015, les collectivités locales peuvent prendre une part de capital dans des SA ou des SAS dès lors qu'elles sont dédiées à la production d'énergie renouvelable. Les élus, alors pour le coup à l'unanimité du Conseil, donc c'est une volonté très forte, les élus se sont dit on y va, on y va. Alors ça a été un peu compliqué, un peu long, notamment d'un point de vue juridique, parce qu'évidemment la loi dit on peut le faire, mais quand on va discuter de ça avec le trésorier général, c'est pas tout à fait la même chose. Donc en fait ça a été un peu compliqué et en fait on a eu une réponse positive il y a à peine 2 jours, donc a priori ça y est, c'est bouclé. Il aura fallu quand même presque 6 mois pour monter cette société. Cette société, donc production, ça veut dire qu'on a aussi des choses très concrètes qui sont en cours. Donc nous avons un site qui n'est pas dans le périmètre de l'écoquartier qui s'appelle la Marolou. Ce site, en fait, lui, sert un peu de laboratoire. Donc là-dessus, on a des grands bâtiments des années 60, on a mis du photovoltaïque, des batteries, des onduleurs intelligents, et on modélise, on teste un modèle de partage d'énergie entre les différents bâtiments du site, ce qui permet finalement de préfigurer ce que pourrait être un smart grid, un micro smart grid à l'échelle de l'îlot de quartier. L'idée étant, notamment grâce à cette société, d'abord qu'on puisse, nous, aller très vite sur l'autonomie énergétique sur nos bâtiments publics. Concrètement, ce n'est plus qu'un problème financier, ce n'est plus un problème technique, même s'il reste toujours des petits détails à régler. Mais surtout, c'est de proposer finalement ces solutions-là dans le cadre des nouveaux quartiers. Et en fait, effectivement, mettre un point très très fort sur la question de la reproductibilité. La SAS a été aussi créée pour cela. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que tel, on n'a pas forcément besoin, en tant que collectivité locale, d'avoir une société. On peut très bien faire de l'autoproduction, on installe nos panneaux sur les toits et puis on n'en parle plus. Sauf que l'idée, c'est de se dire, oui, mais si à un moment ou à un autre, on veut aller vers un territoire d'énergie positive, il va falloir toucher le particulier. Pour toucher le particulier, il faut aussi lui offrir un service, parce que c'est une chose d'installer du photovoltaïque, c'est une chose de gérer des batteries hautes. Derrière, c'en est une autre pour un particulier de le faire lui tout seul. Or, 2 possibilités. Soit il fait appel au secteur privé de manière classique, donc il y a de grands groupes, grandes sociétés qui sont très habitués à gérer ce genre de choses. Soit la collectivité crée sa propre structure qui justement permettrait de faire cette gestion en direct. Donc ça, c'est un peu l'un des objectifs de la société. Je vais vite passer parce que je vois le temps qui tourne. Et puis évidemment, donc, tout ce qui est mobilité. Alors mobilité, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. On a une gare, on a le massif forestier. On se dit que là, concrètement, on pourrait très bien avoir un système d'autopartage avec des scooters électriques ou des vélos électriques. Les Parisiens qui veulent respirer dans le massif de Rambouillet s'arrêtent au Perret, évidemment, puisque c'est le massif forestier du Perret en Yvelines. Et à partir de là, ils louent, ils réservent en ligne leurs scooters, leurs vélos électriques. Ils vont faire un tour en forêt et ils reviennent à la fin de leur journée. Donc j'ai un peu évoqué certains aspects qui figurent sur ce slide. La participation des habitants est quand même vraiment centrale. Pourquoi ? L'une des difficultés quand on crée un écoquartier, c'est que finalement on fait un quartier pour des gens qui ne sont pas encore là. Donc difficile de discuter avec eux sur leurs besoins. Ça, c'est une vraie difficulté. Par contre, ceux qui sont là, en général, ils ne veulent pas. Donc voilà. Donc c'est une vraie problématique de communication. Alors, je pense que localement, chacun a pu le gérer d'une manière plus ou moins différente. C'est vrai que nous, au Perret, il y a cette forme de conservatisme. Je suis venu au Perret parce que je ne voulais pas habiter à Saint-Quentin. Je suis venu au Perret parce que je voulais avoir un pavillon et certainement pas d'immeuble, etc., etc. Ce discours-là, on l'a malheureusement un peu trop souvent. Mais malheureusement, on doit aussi évoluer. Alors, du coup, l'approche communale, elle a été plutôt... on a essayé d'être le plus pragmatique possible. C'est-à-dire, en fait, en multipliant les petites initiatives, pas nécessairement dans le cadre du futur écoquartier, mais sur différents sites de la commune, pour justement informer, voire former les particuliers qui souhaitaient, et du coup faire de la communication, faire le buzz. Alors, le microgrid expérimental, j'en ai dit 2 mots. En fait, ça va de pair avec ce que nous allons créer dans les quelques semaines qui viennent, à savoir un Fab Lab. L'idée, c'est que par ce Fab Lab, alors Fab Lab, c'est la tarte à la crème, hein, tout le monde en veut ou tout le monde en fait, enfin voilà. Mais l'idée du Fab Lab, c'est finalement de proposer un service de formation à la pose et à la gestion de panneaux photovoltaïques. Donc toujours dans cette question énergétique.
Chez nous, en interne, on a des agents qui ont été formés pour ce système, la pose de ce système. Ils sont certifiés. On leur a même donné l'autorisation, s'ils le souhaitaient, de monter une entreprise privée en dehors de leurs heures de travail et compléter un peu leur rémunération. Pourquoi ? Parce que finalement, l'un des points, c'est de se dire que la logique TEPOS, la logique énergétique, elle prendra effectivement au niveau du particulier, mais à condition qu'il y ait aussi un tissu local qui porte cette logique, et pas uniquement la commune. Donc la formation locale, elle est très très importante à mon sens, et je pense que c'est aussi le cas au niveau des élus du Perret, c'est qu'un projet, pour qu'il soit partagé, il faut qu'il y ait une conviction qui soit assez consensuelle, assez partagée. Donc pour le faire, il faut la susciter, cette conviction. Et en fait, on est parti sur différents petits projets, hein, pas forcément très coûteux, mais qui permettent justement d'inciter les gens à s'interroger sur leur façon de consommer, sur leur façon de produire même. Évidemment, les jeunes publics sont concernés. Donc il y a plusieurs projets. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais on a notamment le concept de Tiny House, où on fait l'équivalent d'un caisson en bois amélioré avec toutes les bonnes techniques de construction de type BEPOS, sur lesquelles on va installer en fait, puisque c'est plus qu'un projet, du photovoltaïque, de la gestion, et en fait ce caisson circule dans les différents quartiers de la ville et peut-être au niveau de l'agglomération pour faire de l'éducatif de proximité avec les habitants. Ça, c'est une première idée. De la même façon, notre Fab Lab, là, ce sera un site permanent de formation, donc on va modéliser, enfin plus que modéliser, on va installer l'équivalent d'un appartement dans un hangar avec une télé, un four, etc. etc. Et puis à l'entrée, dans un autre secteur, des panneaux photovoltaïques, etc. Et on va expliquer, on va former les gens pour que ceux-ci comprennent que, en faisant tourner le micro-ondes trop longtemps ou la chaudière ou ceci, si c'est mal géré, si c'est mal géré, ils consomment beaucoup. Et puis, à contrario, si eux veulent améliorer les choses, ils peuvent mettre tel ou tel appareil, telle ou telle technologie en place eux-mêmes ou avec le soutien du secteur privé, du secteur local. Donc, en fait, finalement, la démarche, pour être synthétique, c'est surtout de pousser cette logique écoquartier par une infusion permanente de la logique dans le tissu local, qu'il soit économique, associatif également, mais surtout au niveau des particuliers. Proposer des services aux particuliers locaux, enfin ceux qui existent, on va dire, c'est déjà la première approche pour faire passer une logique d'écoquartier. Parce que l'écoquartier, ça a été dit précédemment, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. En tout cas, le kidam de base ne sait pas du tout. Par contre, il va comprendre que s'il met une chaudière bois en cogénération, ou s'il met 3 ou 4 panneaux photovoltaïques, là, il va faire des économies, là, il va améliorer la qualité de son cadre de vie, etc. Voilà. Alors, dernier point, parce que je vois que ça tourne toujours, l'écoquartier en lui-même, alors je le disais, on ne peut pas aujourd'hui discuter avec les futurs habitants. Donc la définition des besoins, on a une expérience, on a tous une expérience du sujet, on sait très bien comment peuvent vivre tel ou tel quartier. La problématique qui va se poser, c'est comment ce nouveau quartier va s'intégrer par rapport au tissu urbain existant. L'idée, c'est pas de faire un quartier à part, c'est de faire un quartier qui soit complètement intégré dans la ville. Et l'intégration, ça suppose aussi peut-être d'intégrer beaucoup plus l'outil numérique dans la modélisation. Ça a été évoqué tout à l'heure, le BIM. Le BIM nous paraît vraiment essentiel. Actuellement, nous sommes en train de nous équiper de tous les outils numériques qui vont nous permettre d'en faire en voiture. Voilà. En interne, alors la mairie, c'est un peu plus d'une centaine d'agents. Au niveau administratif, c'est une vingtaine. Et sur la vingtaine, il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont intéressés par le BIM, donc que ce soit l'urbanisme, le service technique, etc. Mais ça veut dire que quand même j'ai 10% de la collectivité qui va être formée au BIM dans les mois qui viennent. Ça veut dire aussi que tous les projets futurs, eux, dès leur conception, vont devoir intégrer le BIM, notamment les projets de la commune. Alors moi, j'étais très intéressé par la démarche de permis de construire numérique, parce qu'effectivement, quand on voit la masse de papier que cela représente, c'est une ineptie, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Et je pense qu'effectivement, le BIM va être une très bonne réponse à cette problématique-là.
pas la seule, mais en tout cas, ça va être une très très bonne réponse. Surtout comme, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, l'État se désengage de plus en plus de tout ce qui est instruction du droit des sols. C'est notre cas, donc on est obligé d'internaliser. On est obligé de recruter, on a donc des coûts supplémentaires. Alors tout à l'heure, on parlait des baisses de dotation et des recettes qui diminuent, mais en plus de ça, on nous en rajoute derrière. Donc à partir du moment où on nous en rajoute, il faut penser aussi automatisation et modélisation, et là, le BIM a vraiment sa place. Un point très important, et ça c'est Marie-Françoise Guyonneau qui le disait tout à l'heure, le BIM c'est la conception, mais c'est aussi l'exploitation. Il ne suffit pas de construire, de mettre un SketchUp quelconque sur un bâtiment et puis de se dire ça y est, j'ai mon BIM. Non, c'est pas ça. Le BIM derrière, c'est mon bâtiment, comment vit-il? En sachant qu'à un moment, le bâtiment a été prévu pour tel usage, je pense notamment aux espaces publics, mais au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, tiens, il y a un changement de majorité, il y a un changement d'équipe, il y a un changement de public. Finalement, le bâtiment qui avait été initialement conçu pour tel usage, avec les paramétrages en matière de fluide, en matière de chaleur, etc., est-ce qu'il correspond encore aux besoins? Est-ce qu'on peut le faire adapter? Est-ce qu'on peut le faire évoluer? Et là-dessus, la modélisation, elle a vraiment son rôle. Donc, toute cette problématique de modélisation, elle est vraiment cruciale dès le départ, dès l'amont d'écoquartier. Ce qui veut dire qu'il faut avoir finalement une vraie veille technologique. Notre projet, il est encore dans les cartons. L'objectif, c'est qu'on puisse lancer le premier coup de pioche sur 2018-2019. C'est demain. C'est demain, entre le permis de construire, les conventions pub et tout ça. C'est demain. Il va falloir vraiment faut qu'on arrive. Mais en attendant, d'un point de vue technologique, 2 ans, c'est long. C'est long. Et comment on intègre les avancées technologiques dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, puisque en fait c'est une opération qui prendra plusieurs années pour voir sa fin, d'une part, et comment nous on gère ça, comment on gère cette évolution. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui se posent finalement dans la conception d'un écoquartier. Un écoquartier, entre le moment où on le fait, enfin on le conçoit, on le décide plutôt de sa conception, et au moment où il sort, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Et je ne pense pas qu'il doive rester identique à ce qu'il était initialement. Voilà, je vous remercie.